bonsoir. Donc, merci à vous d'être venus pour cette première conférence de la deuxième saison de notre série consacrée à construire, se loger, habiter. Série qui se poursuivra sur 3 saisons. Donc là, on entame la deuxième saison. J'en profite pour vous dire que les conférences que le comité d'histoire organise ici, ces cycles de conférences avec les archives de Paris, mais que nous organisons d'autres cycles de conférences à la mairie du 11e, la prochaine le 28 février, et au Petit Palais, mais au Petit Palais pas avant le mois de mars. Pour ce cycle, donc, je suis très heureuse ce soir de pouvoir entendre avec vous Madeleine Levaux-Fernandez, qui est une spécialiste de la ceinture noire de cette zone dont elle va nous parler, mais qui est aussi l'auteur de biographies, notamment sur Helena Rubinstein, sur Casque d'Or. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est donc bien la ceinture noire de Paris, habiter la zone, qui et comment. Bonne conférence. Bonsoir. Je remercie les archives et le comité d'histoire de la ville de m'avoir invité pour initier cette saison 2. Surtout merci à vous d'être venus aussi nombreux pour écouter ce que j'ai à vous raconter. Alors, lorsque l'on parle de la zone, de quoi parle-t-on? Nous parlons de la zone militaire, c'est-à-dire une zone non édificandie, une zone sur laquelle il est interdit de construire, qui jouxte les fortifications. Et nous parlons des dernières fortifications qui ont été construites autour de Paris, qu'on a l'habitude d'appeler les fortifications de Thiers, parce que c'est Thiers qui a initié le projet. Un projet qui a soulevé énormément de controverses, mais il a réussi quand même à les imposer, et elles ont été construites entre 1841 et 1845. Créant en fait un paysage urbain qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, puisque Paris était entièrement entouré d'un mur continu qui nous semble aujourd'hui complètement aberrant. Ce mur était donc, il faisait 35 km, puisqu'il entourait Paris complètement, donc 35 km de long. Il était percé régulièrement de murs. Ce mur est percé régulièrement de portes, bien évidemment pour pouvoir entrer et sortir de Paris, mais aussi pour pouvoir y installer l'octroi, puisque toute marchandise qui entrait dans Paris devait payer un impôt que l'on appelait l'octroi. Donc ça créait toujours des embarras, beaucoup de circulation, parce qu'il y avait les charrettes avec les chevaux, il y avait énormément de monde qui passait. Le bureau d'octroi, c'était en fait des fonctionnaires de la ville de Paris, on les appelait des gabelous. Ils étaient là pour vous demander si il y avait tout un protocole. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, je n'ai rien. Oui, j'ai. Enfin, bon, voilà. Donc c'était un petit peu folklorique, mais l'octroi a perduré jusqu'en 1939. C'est resté relativement longtemps. Donc, lorsque Thiers fait construire ces fortifications, ça pose énormément de problèmes politiques, sociaux et d'intérêt économique, parce que une fortification est soumise à des servitudes militaires. Alors, au moment de leur construction, en 1841, les servitudes militaires s'étendent sur un rayon de 974 mètres, divisé en 3 zones, en 3 cercles concentriques que l'on appelle des zones, et qui sont de plus en plus rigoureuses plus on approche de la construction, plus on approche de l'enceinte. Donc, premier inconvénient. Deuxièmement, pour qu'il y ait servitude, la place doit avoir été décrétée place de guerre et inscrite comme telle dans un tableau spécial. Enfin, c'est le pouvoir exécutif qui peut seul procéder à ce classement par ordonnance royale. Donc vous imaginez tous les commerçants, tous les gens qui avaient des terres qui étaient situées dans ce périmètre d'un kilomètre, 1 kilomètre tout autour sur 35 km de long, c'était un gros problème. Donc il y a eu des discussions et on est arrivé à se mettre d'accord sur le fait qu'il n'y aurait qu'une seule zone, celle qui est la plus proche de l'enceinte, qui serait appliquée, où les servitudes seraient appliquées. Et donc, c'était celle où la servitude est la plus dure. Donc, elle dit « Il est rigoureusement interdit de construire, d'élever même une clôture autre qu'une clôture en haie sèche ou en planche à claire-voie. La moindre plantation y est également interdite. » Donc, ça veut dire qu'on ne peut rien y faire théoriquement.
Alors, comment se présente physiquement cette enceinte? Donc, le rempart en lui-même, qui est consolidé par un mur que l'on appelle l'escarpe, un mur qui est construit. Derrière le rempart, vous avez une rue que l'on appelle la rue militaire et qui sert à acheminer les soldats, le matériel, le ravitaillement, etc. Puis, vous avez un fossé avec une cunette au milieu. Au bout de ce fossé, la contre-escarpe qui est le plus raide possible. Un chemin. Alors, pourquoi il s'appelle chemin couvert? Je n'en sais absolument rien parce qu'il n'est pas couvert. Il y a un chemin tout autour. Bon, alors moi, il y a peut-être des spécialistes de l'architecture militaire et qui savent pourquoi chemin couvert. Donc, il y a le chemin couvert et le glacis qui s'en va en pente douce vers la banlieue. Donc, c'est ce glacis qui va faire 250 mètres de large, qui est soumis aux servitudes militaires, sur laquelle il est absolument interdit de construire quoi que ce soit. Et c'est là que les zoniers vont s'installer. Concrètement, comment bon, une fois qu'on a vu le croquis, vous voyez, là, c'est l'escarpe, hein, du côté de Paris, c'est le rempart. Le fossé avec une cunette au milieu pour évacuer les eaux. La contre-escarpe qui est quand même relativement abrupte. Et la vue de l'autre côté, donc la contre-escarpe, le chemin couvert et le glacis sur lequel les zoniers vont s'installer. Donc voilà, là on retrouve les images de tout à l'heure qui ont été déplacées. Donc lorsque je dis que les zoniers vont s'installer sur ce glacis, en fait ils ne vont pas s'installer partout. Il y a quelques endroits qui ne vont pas être urbanisés. Alors à chaque fois que je vais vous parler d'urbanisation, je ne le redirai pas à chaque fois, mais c'est toujours entre guillemets bien évidemment quand on va voir le type d'urbanisation qui va s'installer sur la zone. On ne peut pas appeler ça urbanisé, mais disons les endroits où des cabanes, des gens vont s'installer et y construire leur maison. Donc il y a des endroits où ce ne sera pas construit, et là ça constituera de grands espaces type terrain vague où les gens viendront le dimanche pique-niquer avec les enfants. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais la photo du bas à gauche, l'écologie n'est pas encore à l'ordre du jour et les papiers gras par terre sont bien. Voilà, mais on pêche à la ligne, il y a des manèges, il y a des endroits où il y a des guinguettes, donc on vient s'amuser le dimanche sur les fortifs. Alors pourquoi certains endroits ne sont pas investis par des zoniers? Il y a plusieurs raisons à cela, mais par exemple, pour vous donner un exemple, entre la porte de la Villette et la porte de la Chapelle, il y a des animaux qui passent parce que les abattoirs qui sont à la porte de la Villette, des animaux arrivent de province de différents endroits, mais aussi par la gare qui se trouve à la porte de la Chapelle, et transitent par les terrains, transitent à pied, enfin à pied ou à pattes, par les terrains de la zone. Donc ces endroits-là ne peuvent pas être occupés par des cabanes parce qu'elles seraient tout de suite détruites par les troupeaux. Donc en dehors de ces endroits un peu privilégiés, enfin où on va pouvoir aller se promener, les zoniers vont s'installer. Alors les zoniers sont de deux sortes, les légaux et les illégaux. Alors pourquoi les légaux et les illégaux? Parce que lorsque l'on construit l'enceinte, tous ceux qui sont propriétaires d'un terrain, d'un commerce, d'une maison, à l'emplacement des prochaines fortifications, l'État achète les terrains et les gens sont indemnisés au prix du terrain de l'époque. Il n'y a pas de spoliation aucune. En revanche, ceux qui sont sur la future zone militaire, l'État ne les exproprie pas, on les laisse sous réserve naturellement de laisser la place en cas de guerre. Donc les gens ont demandé à être expropriés, l'État a dit non parce que s'il n'y a pas de guerre, vous resterez là et donc il n'y a aucune raison qu'on vous donne une indemnité quelconque.
Donc au moment des expropriations, cela va créer des problèmes lorsqu'on va démolir les fortifications, parce qu'on aura des gens qui auront été, en tout cas qui seront les successeurs, les descendants des zoniers légaux, et il y aura les zoniers illégaux qui, eux, ne seront pas indemnisés. Alors ces zoniers illégaux, c'est qui ? En fait, ce sont des gens qui vont arriver et qui vont s'installer, malgré les servitudes, qui vont s'installer sur les terrains. Le génie militaire, dans un premier temps, va fermer les yeux. Il va même donner des autorisations de construire. Le génie militaire donne des autorisations de construire. Les communes sur lesquelles sont situés les terrains de la zone donnent aussi des autorisations de construire. Donc les gens, en toute légalité, vont s'installer, construire, alors qu'en fait, c'est interdit. Donc lorsque la guerre de 70 va arriver, naturellement, ça va donner un bon prétexte pour démolir un certain nombre de ces constructions illégales. Mais la guerre terminée, les propriétaires vont demander à être indemnisés. Or, quelques années avant, en 1853, une loi, enfin un décret avait décidé qu'on rendait applicables les servitudes autour de Paris, mais ce décret a été très contesté et les gens ont dit mais non, ce décret n'a aucune valeur, il faut nous indemniser. Or en fait, personne n'a été indemnisé, y compris ceux qui ont eu leur terrain ou leurs propriétés détruites alors qu'elles avaient été construites avant 1853. Donc c'est très complexe et ça va créer vraiment de grosses perturbations au moment des expropriations. Et puis dans les années 1880, tout ça va se tasser, donc on va recommencer à construire. Donc cette fois, le génie militaire ferme les yeux, laisse faire, mais ne donne plus d'autorisation. Tout de même, là, on a été un peu échaudé avec la guerre de 70, donc tout le monde a en tête quand même la présence des servitudes et l'interdiction de construire, mais le génie continue quand même à fermer les yeux et on continue à construire. Alors, à construire, vous voyez là, les photos, vous avez des maisons qui sont des vraies maisons qui existaient déjà au moment de la construction de l'enceinte. Et celles qui vont venir après, bien évidemment, sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des bidonvilles. C'est construit avec des matériaux de récupération, de briques et de broc, voilà, comme on va le voir un peu plus tard. Et puis, ah oui, y compris, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait certains petits malins au moment où on a commencé à fermer les yeux, pas quand on demandait des autorisations, mais au moment où on a commencé à construire sans autorisation, mais au moment où le génie disait, bon, à la fin du 19e siècle, à partir des années 1880, bon, il y en a qui sont arrivés avec quelques piquets du fil de fer, et ils vous ont dit, voilà, ici c'est chez moi, je m'installe, je construis ma petite maison. C'est gratuit, personne ne me dit rien, et puis personne ne me dit rien. Bon, alors je vais agrandir un petit peu, je vais louer ma maison, et puis je vais me mettre à côté, puis je vais agrandir encore un petit peu. Et puis ça se passe en 1880, dans ces années-là. Donc quand on va se retrouver au moment de la démolition des fortifications dans les années 1920, vous avez des gens qui vont avoir acheté ces terrains, et qui donc vont être passer devant un notaire, vont avoir la preuve qu'ils ont bel et bien payé leur propriété, mais qui font partie des zoniers illégaux, puisqu'au départ, il n'y avait pas de propriétaire. Il y a toujours des petits malins. Donc va se forger une légende autour de la zone qui va être attisée par la littérature, par la presse, par la chanson populaire, etc., qui va faire que la zone va devenir un endroit de non-droit, où la police ne peut pas rentrer, tout peut arriver si l'on s'y aventure. Et l'objet de l'étude que je vais vous présenter là, justement, était d'étudier la réalité de la population zonière et de démêler le vrai du faux, le mythe de la réalité. Donc ça n'a pas été très simple parce que c'est une population très mouvante et donc pas facile à cerner.
Alors déjà, comment s'est constituée la population saunière, comment les gens qui sont arrivés là, qui étaient-ils? Alors, ça s'est fait par des vagues successives et parfois des vagues simultanées. C'est très compliqué de faire une chronologie exacte parce que parfois les choses se sont faites simultanément, vous allez voir. Donc, les premiers arrivés, ce sont les bohémiens. Alors, à l'époque, on ne parle pas de gens du voyage, tout le monde est bohémien, quelle que soit la nationalité des gens, ils sont tous décrits comme étant des bohémiens. Alors eux, ce sont les plus anciens qui se sont installés autour de Paris, puisqu'ils sont arrivés dès le 15e siècle, avec la foire du Landy à Saint-Denis. Donc ils se sont installés aux portes de Paris, et avec cette zone militaire qui s'est installée et les terrains qui leur tendaient les bras, ils se sont installés. Et surtout à partir de 1912, puisqu'en 1912, on va instituer pour les gens du voyage le carnet anthropométrique, qui les oblige à aller pointer au commissariat ou à la mairie pour donner le jour d'arrivée et le jour de départ, et ils n'ont pas le droit de rester plus de 48 heures au même endroit. Donc là, en étant sur la zone, ils sont quand même plus tranquilles, et certains même... Dans certains quartiers, comme à la Porte d'Italie ou à la Porte de Montreuil, il y a des villages de gens du voyage qui vont se sédentariser. Alors, après les gens du voyage, ou aussi plus ou moins en même temps, les chiffonniers sont arrivés. Alors, les chiffonniers, déjà depuis 1810, donc bien avant la construction des fortifications, sont assez mal vus des Parisiens, parce que la loi de 1810 oblige toute manufacture, atelier, toutes sortes d'entreprises polluantes à demander une autorisation. Et forcément, les chiffonniers ont besoin de grands espaces pour trier leurs récoltes. Puis ils travaillent sur Paris, donc ils ne peuvent pas s'en aller en dehors de Paris. Ce sont les poubelles parisiennes qui les font vivre. Donc, on va les repousser progressivement vers les arrondissements périphériques, particulièrement dans le 13e arrondissement ou vers Clichy, où l'on trouve les grands espaces pour pouvoir installer les ateliers de tri. Et ils vont ensuite s'installer sur la zone parce qu'on va démolir les taudis dans lesquels ils habitaient progressivement, et donc la zone va être pour eux un refuge. Et progressivement, d'ailleurs, les aires géographiques où ils vont s'installer vont correspondre aux futurs marchés aux puces qui vont s'installer autour de la capitale. Alors après les chiffonniers, ou en même temps, nous avons les migrants de l'intérieur, c'est-à-dire les gens qui sont chassés, les Parisiens qui sont chassés par les grands travaux d'Haussmann. Alors, forcément, à partir du moment où l'on éventre les quartiers, les taudis, ça part d'un bon principe. Hein, évidemment, c'est louable, il faut détruire les taudis. Haussmann n'était pas qu'un méchant monsieur qui voulait... enfin, si aussi, mais bon... Mais donc les gens qui sont expulsés de leur taudis, on ne les reloge pas forcément, on les reloge que très rarement, et en plus, la plupart du temps, ils n'ont pas les moyens de payer une location, ni dans un autre taudis un peu plus loin, ni dans des garnis, donc ils vont s'installer sur la zone. Vous avez donc cette migration qui vient de l'intérieur de Paris, et vous allez avoir aussi une migration qui va venir de l'extérieur de Paris, c'est-à-dire les provinciaux. Les provinciaux, surtout dans l'entre-deux-guerres, mais même avant la Première Guerre, vous avez des gens qui viennent pour travailler. Ça, c'est un phénomène très, très connu. Certains s'installent dans des quartiers parisiens et d'autres vont reconstituer des communautés sur la zone, et surtout parce que ça leur permet d'avoir des endroits où ils peuvent habiter et avoir des lopins de terre qui va leur rappeler un peu leurs racines rurales. Ils vont cultiver, ils vont s'organiser, réorganiser
organiser des communautés villageoises. Puis les migrants vraiment de l'extérieur, c'est-à-dire les étrangers qui vont arriver et qui, comme les provinciaux, vont s'installer ensemble. À certaines portes, vous avez des colonies il y a des Italiens, il y a les Arméniens, enfin plusieurs, il y a des Polonais aussi qui vont s'installer. Et comme les provinciaux, ils vont se regrouper et reconstituer plus ou moins leur mode de vie sur certaines portes de Paris, donc sur la zone. Et puis à côté de tous ces gens, vous avez quelques marginaux. Alors des interdits de séjour, ça c'est très pratique parce que vous allez voir l'urbanisme de la zone, c'est vraiment des dédales de cours, de recoins, etc. La police évite d'y aller et du coup c'est très pratique pour les interdits de séjour ou pour de venir, par exemple les interdits de séjour qui sont interdits sur Paris et la Seine, donc ils doivent aller au-delà. C'est pas pratique pour régler leurs petites affaires, leurs problèmes et pour organiser de nouveaux coups. Donc ils s'installent, ils ont des points, ils s'installent sur la zone et de là ils peuvent continuer à faire leur petit trafic. Je bouge de trop. Donc vous avez bien évidemment quelques prostituées. Vous avez leurs proxénètes qui se prélassent dans l'herbe pendant que leur marmite, c'est celle qui fait bouillir la marmite, donc la prostituée qui travaille pour eux, travaille à côté. Vous avez aussi quelques artistes désargentés ou déchus, comme la Goulue, puisque la Goulue va finir sa vie dans une roulotte sur la zone. Alors à partir de là, je me suis posé la question de savoir qui étaient les gens, à part ces quelques marginaux qui sont là. Enfin, étaient-ils quelques marginaux ou étaient-ils majoritaires dans la population zonière? Alors une enquête a été réalisée par la préfecture de la Seine en 1913 pour savoir combien la zone abritait approximativement de personnes. Elle abrite environ 30 000 personnes, ce qui est important puisque c'est l'équivalent de villes aujourd'hui, en 2013, de Bagnolet, Malakoff, Trappes ou Dieppe. La différence, en fait, on la voit bien, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. La zone est quand même relativement étendue, beaucoup plus que Bagnolet et Malakoff, par exemple, mais avec tous ces espaces libres au kilomètre carré, et puis comme on ne peut pas construire en dur, on ne peut pas construire, ou en tout cas, ça se fait rarement de construire avec des étages, donc forcément, le nombre de personnes au kilomètre carré est relativement faible. Alors, à partir de là, je me suis penchée sur la composition socio-professionnelle de ces gens qui habitaient là. Et j'ai mené une étude à partir du recensement de 1911. 1911 parce que c'était le recensement le plus proche de l'enquête qui avait été réalisée par la préfecture, donc 1913. Et le but de cette étude, c'était de percevoir si la population zonière était effectivement composée de marginaux, comme on avait l'habitude de le dire, ou si elle comptait un nombre substantiel de travailleurs. Alors, dans un premier temps, j'avais choisi 5 communes sur le seul critère de leur répartition géographique autour de Paris. Sauf que trouver des communes dont les registres de recensement de 1911 d'abord existent encore. Première chose, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines mairies se sont chauffées avec les vieux registres. Donc les registres ont disparu, les registres anciens ont disparu. Deuxièmement, un autre problème, c'est que les employés qui faisaient les recensements, parfois, n'osaient pas s'aventurer dans la zone. Et donc, dans certaines communes, le recensement est fait jusqu'à la rue limite qui sépare de la zone. D'autres l'ont fait et d'autres sont allés jusque dans les ruelles pour effectuer le recensement.
Donc j'ai essayé de conserver un peu cette répartition géographique autour de Paris, mais par exemple, dans un premier temps, j'avais prévu d'utiliser Saint-Ouen, à cause des chiffonniers. Et Saint-Ouen a brûlé ses registres pendant la guerre, donc il n'y a plus de registres. Donc après avoir essayé de trouver une autre commune dans le nord-est de Paris, je me suis rabattue sur le Pré-Saint-Gervais. Donc c'est relativement arbitraire, et forcément comme choix, parce que soit on a tout le monde, soit on n'a personne, soit on décide qu'on prend un échantillon et qu'on le détermine comme on peut. Donc cet échantillon sur 5 communes contient un peu plus de 7000 personnes, ce qui représente, si on considère qu'il y a 30 000 personnes sur la zone en tout, ça fait environ entre 20 et 25% de la population zonière, ce qui n'est pas ridicule comme échantillon. Alors vous pouvez voir que le Valois est quand même beaucoup plus importante que les autres, probablement parce que la zone, c'est toujours 250 mètres de profondeur, mais après, l'étendue, c'est en fonction de la commune. Il y a des fonctions qui ont des petits morceaux et d'autres des gros morceaux qui s'étalent le long de la fortification. Donc le Valois représente une part importante puisqu'il y a plus de 35%. Bon, alors là, je vais vous ennuyer un petit peu avec quelques chiffres, mais pour voir un petit peu qui sont ces gens, j'ai été obligée de regarder comment ils se composaient, et surtout, pour que ça ait un sens, j'ai essayé de les comparer à la population de la Seine banlieue. C'est-à-dire que la Seine, avant, enfin, tous nos départements en 90, avant, c'était la Seine autour de Paris. Et Paris aussi faisait partie de la Seine. Donc j'ai utilisé les chiffres de la Seine hors Paris. Donc la première couronne, on pourrait dire, pour aller très vite, un petit peu plus, mais voilà. Donc la comparaison nous donnait ou nous donnera ou pas l'idée de ce que peut représenter cette population de la zone. Alors j'ai commencé par la pyramide des âges. Et là, on peut voir que, à part jusqu'à 25 ans, où la population est plus jeune, il y a beaucoup plus de jeunes et beaucoup plus d'enfants sur la zone, à partir de 25 ans, les deux pyramides sont très sensiblement les mêmes. Donc on peut dire que la population adulte de la zone est équivalente à la population adulte de la Seine banlieue. Cela va nous permettre de faire une petite comparaison par rapport aux catégories socio-professionnelles. Alors, dans un premier temps, j'ai suivi le même schéma que celui utilisé pour le recensement général de la population, que l'on peut trouver. Les personnes qui ont pu travailler sur ce recensement savent à peu près comment ça s'organise. Mais pour une plus grande simplicité, je les ai réduites dans un premier temps à 17 postes. J'ai conservé deux postes quand même pour ce qu'ils représentaient. Ce sont les chiffonniers et les journaliers, parce que ça me semblait important de voir s'il y avait beaucoup de chiffonniers. Bon, je pense que là, ils sont très peu nombreux. Ils représentent 2% de la population active. Mais si on avait eu Saint-Ouen, ça aurait été probablement plus important. Et puis les journaliers, parce que je voulais privilégier les ouvriers qui avaient une qualification par rapport aux journaliers qui n'en avaient pas. Alors, tout d'abord, comment lire ce tableau ? La première ligne correspond... On va faire avec le suivant, vous allez mieux comprendre. La première ligne correspond au nombre de personnes du poste qui est défini. La seconde ligne, pour les 3 premiers postes qui sont des inactifs, ce sont les inactifs le pourcentage des inactifs calculé sur la population totale de l'échantillon. À partir du moment où on rentre dans les catégories socio-professionnelles, j'ai calculé les pourcentages sur la population totale active de la zone. Alors, quelques précisions à propos de certaines des catégories. Le poste 3, qui est intitulé « Inactifs ménagères ».
Alors en fait, un problème s'est posé à propos de certaines femmes dont j'ai eu du mal à déterminer la profession parce que soit c'était des ménagères, c'était des femmes de ménage qui avaient un patron, soit elles se disaient ménagères parce qu'elles restaient chez elles. Donc, comment savoir? Alors, en fait, celle donc, qui était sans profession, en fait. Donc, celle qui donnait le nom d'un patron, puisque dans les registres de recensement, on vous demande votre profession et le nom et l'adresse de votre patron. Celles qui ont donné un nom de patron, forcément, elles étaient dans le premier... Je les ai classées avec les domestiques. Et celles qui n'avaient pas de patron, je les ai laissées, c'était dans le flou parce que je ne savais pas si elles travaillaient ou si elles étaient inactives. Donc je les ai mises dans les inactives ménagères. Alors un autre poste, c'est le poste 12, les commerçants. Dans ce poste 12, vous pouvez voir que j'ai comptabilisé les artistes. Bon, vous allez me dire, c'est un peu étrange. Dans un premier temps, je les avais placés comme dans le recensement général avec les professions libérales, le poste 17. Mais les zoniers qui se déclaraient artistes étaient des acrobates ou exerçant une profession du même type. Et il m'a quand même semblé illogique de les mettre dans le poste 17, dans lequel on trouvait un médecin, un ingénieur, un gardien de la paix et quelques comptables, etc. Bon. En plus, oui, voilà, donc c'était un petit peu délicat. Enfin, je trouvais ça... Alors, je les ai mis effectivement d'une manière tout à fait arbitraire avec les commerçants, mais étant donné leur nombre, puisqu'il n'y en a que 4, ça ne pouvait pas influer ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, je les ai laissés là. Enfin, pour le poste 15, les employés en service public sont comptabilisés dans ce poste, tout ça à cause de la compression que j'ai faite, hein. Et vous allez voir, j'ai compressé encore plus après, sont comptabilisés les employés de bureau, mais aussi les ouvriers qui travaillaient dans les services publics, comme les jardiniers, les cantonniers, tous les gens qui travaillaient dans les services publics ont été comptabilisés dans ce poste 17. Alors, que remarque-t-on immédiatement quand on voit ce tableau? C'est le taux des inactifs qui semble très important, et il l'est effectivement, puisqu'il représente 46% de la population totale. Mais en fait, dans les recensements, sont comptabilisés dans les inactifs les enfants et les personnes âgées. Or, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'enfants. Il y en a 20% de moins de 10 ans. Alors après, on peut dire qu'au-dessus, les enfants peuvent travailler, mais en tout cas, ils sont inactifs, mais il y en a 20% qui ont moins de 10 ans et 4% qui ont plus de 65 ans. Donc on a déjà pratiquement 25% des inactifs qui sont des enfants. Alors si l'on ajoute à ces inactifs SAI, c'est-à-dire sans autre indication, les inactifs propriétaires rentiers, aux fameuses inactifs ménagères, les ménagères douteuses, on va dire, on arrive à un total de 48,9% d'inactifs. Pour la Seine, les inactifs sont 46, un peu plus faibles, 46,7, mais étant donné que, comme on l'a vu sur la pyramide des âges, les enfants et les jeunes sont plus importants sur la zone, on peut imaginer que la différence des inactifs correspond à cette différence. Donc nous avons 48,9 d'inactifs, ce qui nous fait 51,1% d'actifs pour 53,3% d'actifs pour la Seine. Donc ces chiffres sont très proches et me semblent tout à fait possibles à comparer. Alors maintenant, considérons dans cette population active les ouvriers, hormis les journaliers, donc les ouvriers ayant une qualification, c'est-à-dire les postes 4, 5, 6, 7 et 9, on arrive à 50% de la population active. Donc 50% de la population active des zoniers sont des gens qui travaillent et qui ont une qualification. Ce ne sont donc pas des marginaux.
Le pourcentage le plus élevé dans ces ouvriers, c'est le textile et l'habillement. Et vous voyez que là, ce sont les femmes qui ont un pourcentage très élevé. Puis par rapport aux autres ouvrières, les femmes, c'est 1%, 0, 0, 6, 4. Bon. Alors pourquoi ce taux élevé de l'industrie du textile chez les femmes? Tout simplement parce qu'il y a une majorité de couturières et de blanchisseuses. Donc c'est elles qui constituent les ouvrières du textile et de l'habillement. Ensuite, après l'industrie du textile, ce sont les journaliers qui sont les plus nombreux, avec 14,5% de la population active. Alors, pour pouvoir comparer tous ces chiffres à la population de la Seine, j'ai encore compressé, c'est-à-dire que j'ai mis ensemble tous les ouvriers, tout ce qui était industrie et les grandes catégories socio-professionnelles que j'ai remises aussi ensemble pour arriver à un tableau de 8 postes. Alors, que voit-on dans ce tableau? C'est que ce soit la zone ou la Seine, c'est les ouvriers qui dominent. Ce sont les plus importants. Et nous avons des taux qui sont très très proches. Nous avons des taux très proches avec 50% pour la zone et 49,63% pour la Seine. Donc une population tout à fait proche. Dans l'ensemble, les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées sont assez semblables, en dehors des journaliers qui sont plus importants sur la zone que sur la Seine-Banlieue. Les commerçants sont relativement importants aussi, mais ça ne signifie pas qu'il y a tant de commerces que cela sur la zone, même s'il y en a. Il y a les cafés, bien sûr, il y a les marchands de vin, mais il y a aussi quelques commerçants de bouche, très peu, mais ça existe, des marchands de jouets, il y a des garages, enfin, il y a quand même un certain nombre de vrais commerces. Mais j'ai regroupé là tous les gens qui se déclaraient employés de commerce, c'est-à-dire des vendeurs, j'ai trouvé des garçons bouchers, j'ai trouvé des employés d'épicerie. Donc j'ai compressé tout ça pour pouvoir faire mes comparaisons avec la Seine-Banlieue. En revanche, la catégorie 8, les professions libérales sont très faibles, mais ça, on peut s'imaginer qu'un médecin ou un avocat n'aura pas forcément envie de s'installer dans une baraque sur la zone. Et on peut aussi se poser la question de ces 1,8. Qu'est-ce qu'on entend par profession libérale quand on habite sur la zone ? Je sais pas, un proxénète peut peut-être se déclarer en profession libérale. Enfin, on peut tout imaginer. Donc, bon, donc cette catégorie étant étant très inférieure à la Seine-Banlieue, on peut. Alors, en conclusion, avant, il est à noter qu'il n'y a absolument pas de profession agricole sur la zone. Et pour cause, on voit pas comment, ils peuvent pas calculer, ils peuvent pas, même s'ils ont un lopin de terre, mais ils sont pas professionnels, ils sont pas agriculteurs. En revanche, sur la Seine-Banlieue, nous avons des maraîchers. Donc il y a quelques professions agricoles, il y a un taux qui n'est pas négligeable puisqu'il est de 3,4%, mais comme je ne pouvais pas le comparer avec rien d'équivalent sur la zone, je les ai mis avec qui? Avec les commerçants. Voilà. Donc là aussi, c'est très arbitraire et pas du tout objectif, mais bon, à un moment donné, il faut bien faire un choix. Donc, pour conclure, nous pouvons dire, sur la base en tout cas de cet échantillon, de notre échantillon, que les catégories socio-professionnelles de la population active de la zone sont comparables à celles de la Seine-Banlieue, dans des proportions très proches, que la structure professionnelle de la zone est une structure urbaine, à forte majorité ouvrière, à l'image de sa voisine, la banlieue, et n'est pas constituée, comme le veut la légende, de chiffonniers, de marginaux et de bandits absolument redoutables que l'on rencontrait à tous les coins de rue. J'ai interviewé des personnes qui avaient connu la zone, j'en ai connu qui y ont habité, j'en ai connu qui la traversaient pour aller travailler.
qu'il a traversé le matin, qu'il a retraversé le soir. Et qui me disait, oh là là, on avait peur, c'était tellement... Ah oui, et vous vous êtes déjà fait agresser? Ah non, non, j'ai de la chance, je n'ai jamais été agressée. Mais vous avez connu quelqu'un peut-être qui s'est fait agresser? Non, non plus, non plus, mais enfin, on avait quand même très peur. Donc, il y a là vraiment tout un mythe qui a été créé et qui, dans la réalité, alors je ne dis pas que ça n'existait pas, il y a eu bien évidemment quelques cités zonières qui ont servi de repère, comme je vous le disais tout à l'heure, à des interdits de séjour, mais aussi à des gens qui avaient besoin de se cacher de la police. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que je voudrais expliquer, c'est que ce n'est pas la majorité de la population zonière qui était avant tout une population ouvrière, défavorisée, qui ne gagnait pas très bien sa vie, qui n'avait pas les moyens de payer un loyer, parce que déjà les loyers étaient très chers, voire qui choisissait délibérément de venir sur la zone pour retrouver les gens de leur région, de leur pays. J'avais lu l'entretien d'une personne qui expliquait qu'avant elle habitait dans un taudis de Paris, qu'elle avait perdu 2 de ses enfants, qu'il lui en restait 4, et que depuis qu'elle habitait sur la zone, c'est-à-dire à la campagne, pour elle, ses enfants se portaient beaucoup mieux. Alors que nous allons voir comment vivaient les gens sur la zone. Mais donc il y avait cette espèce d'illusion de campagne qui fait partie des éléments qui ont amené des gens à venir sur la zone. Alors, dernière chose, et j'en finirai avec tous mes chiffres, parce que voilà, j'ai essayé de voir l'origine de la population de la zone. Et en fait, c'est très comparable aux origines de la Seine-Banlieue en général. Comme vous voyez les petits dessins, là, les cercles étant la Seine et les triangles la zone. Plus de 57% sont originaires de la Seine, dont 34% sont nés à Paris. Aussi un bon pourcentage de gens qui sont nés sur les communes. Par exemple, ceux qui habitent à la Porte d'Italie sont nés à Gentilly, au Kremlin-Bicêtre, etc. Ils sont nés sur les communes sur lesquelles ils sont installés. 35,7 sont nés en province. Ils viennent majoritairement, comme pour la Seine, du bassin parisien, bien sûr, toute l'Île-de-France qui vient sur Paris pour travailler. Du Massif central, de la Bretagne et du Nord. Alors, des autres régions aussi, mais ce sont les régions qui fournissent le plus gros contingent de migrants provinciaux. Donc maintenant que nous avons à peu près cerné qui sont ces gens qui vivent sur la zone, comment vit-on sur la zone? Alors mal, évidemment. En revanche, les cités zonières peuvent parfois dérouter ou étonner par leur diversité. Nous avons bien sûr les cités de chiffonniers qui portent parfois des noms un peu fleuris, mais qui restent des endroits extrêmement pauvres, extrêmement violents par leur misère. C'est vraiment le pire de tout. Hein. C'est le bas de l'échelle, les cités de chiffonniers. Et quand on se promenait, en fait, alors, il y en a certains qui vivent isolés, mais rarement, ils sont plutôt regroupés. Et lorsqu'on se promène dans les venelles, dans les passages, vous avez des amoncellements de détritus parce que vous en avez qui ne servent plus à rien, donc qui restent là parce qu'on ne sait pas quoi en faire, et d'autres qui ne sont pas encore triés. Donc vous avez de tout. Vous avez alors vous avez surtout des rats, bien sûr, qui courent partout, mais c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Mais à côté, pas très loin, vous pouvez très bien avoir des sortes de pavillons, si on peut dire, mais des gens qui construisent leur maison en mettant, toujours avec des matériaux de récupération, bien évidemment, puisqu'on n'a pas le droit de construire, on ne va pas, sauf vers Auteuil, par là, il y a eu quelques constructions à plusieurs étages qui ont été tolérées, y compris au moment des expulsions, enfin bon. Mais d'une manière générale, on n'a pas le droit. Donc,
On se construit quand même un petit pavillon avec des rideaux aux fenêtres pour préserver l'intimité. Là, vous voyez, vous avez un premier étage, donc c'est quand même, on va dire, relativement coquet, étant donné la situation. Alors, pour autant que ce soit chez les chiffonniers ou dans les cités un petit peu plus coquettes, l'eau est totalement absente. Hein. Il n'y a pas d'eau puisque c'est une zone sur laquelle on n'a pas le droit de construire. Donc on ne va pas y installer ni eau, ni égout, ni électricité. Donc on est obligé, il y a quelques postes de secours qui sont installés, des postes d'eau, qui sont installés côté banlieue, parce qu'il y a beaucoup d'incendies dans ces baraquements, bien évidemment. Donc il y a des postes qui sont des postes d'eau, des bornes fontaines qui sont installées. Donc on y vient, les femmes viennent là pour se retrouver, elles discutent, elles se racontent les derniers potins. Enfin bon, la fontaine, c'est comme les lavoirs en fait, c'est toujours un lieu de sociabilité. Il y a des enfants qui viennent avec... Alors on transporte l'eau dans des bidons à lait, parce que c'est plus gros. Et il y a des enfants qui viennent, qui sont attelés, ils prennent des petites charrettes, ils mettent leur bidon d'eau, ils s'attellent pour transporter l'eau. Et en fait, cette organisation, on va la retrouver ensuite avec les bidonvilles. Comme là, la photo du bas, c'est la villa Mélanie à Arcueil. C'est un bidonville qui n'était pas sur la zone et on va retrouver le même fonctionnement que les zoniers. Donc on imagine bien sans eau, sans égout, sans canalisation, on jette tout dans le... Naturellement, il n'y a pas de WC, donc soit on fait un trou, soit on jette ça dans le jardin derrière. Enfin bon, donc les épidémies, la tuberculose fait des ravages d'une manière importante. Alors, dans certains endroits, certaines municipalités, après la Seconde Guerre mondiale, certaines municipalités, notamment les municipalités communistes, vont faire installer l'électricité pour essayer de limiter les incendies. Mais de toute façon, il fallait bien chauffer, il fallait bien faire la cuisine, donc les incendies vont toujours être là. Alors combien de temps cette histoire va durer ? Après la guerre de 70, on l'a vu, la démolition de certaines baraques a commencé. Mais surtout, la guerre de 70 a montré l'inefficacité militaire de l'enceinte. Elle a surtout aidé les Prussiens à faire le siège de Paris. Et ensuite, elle a aidé les Versaillais à massacrer les communards. Mais d'un point de vue militaire, elle n'avait vraiment aucune utilité. Donc à partir de 1890, on commence à envisager de les détruire et la décision est rendue officielle en 1894. Mais dès 90, les zoniers vont commencer à s'organiser parce qu'à partir du moment où on parle de démolir l'enceinte, ça commence à sentir mauvais pour eux forcément. Et ils vont créer un syndicat, le syndicat des zoniers, qui se compose d'un ensemble de sections qui sont adhérentes. Chacune de ces sections est autonome, organise son propre bureau, définit ses cotisations et verse une espèce d'impôt au syndicat, dont le rôle est en fait l'organisation des réunions, des meetings, des pétitions, des choses un petit peu plus larges. Et en 1894, le ministère de la Guerre donne l'ordre de démolir les baraques de la zone. Les zoniers se sentant mal défendus par le syndicat, s'organisent entre eux et créent leur propre organisation avec la Ligue de défense des zoniers de Paris. Alors désormais, selon la nouvelle réglementation, tout immeuble zonier, toute maison zonière qui dépasse 2,50 m de haut est rasé par le génie militaire. Alors là encore, il va y avoir des protestations parce que les petits immeubles dont je vous ai parlé à Neuilly, Auteuil, dans ces coins-là, on va les laisser tranquilles alors que bien évidemment, ils font plus de 2,50 m, mais
Leurs propriétaires sont des élus, sont des gens que l'on protège un peu. Donc ça va attiser encore la colère des zoniers, bien évidemment. En 1893, ils vont créer un hebdomadaire qui s'appelle Le Zonier, qui va se transformer en écho des zoniers dans l'entre-deux-guerres. Et ce journal, en fait, sert de trait d'union entre les comités groupés, tous les comités qui sont groupés autour de la Ligue des zoniers, et va servir à raconter ce que font les uns les autres, les différents meetings, les pétitions, enfin, il sert de trait d'union entre tout le monde. Mais donc là, on va parler vraiment d'expropriation, puisqu'on va commencer à démolir les fortifications. Le premier coup de pioche est donné en 1919. Et là commencent les vrais problèmes pour les zoniers, puisque, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a les zoniers légaux qui vont recevoir des indemnités et les illégaux qui, eux, ne vont rien recevoir, alors que pour certains d'entre eux, ils ont dûment acheté leur terrain en passant devant un notaire. Mais en réalité, le premier était venu avec ses piquets et en fait, il devient zonier illégal et du coup ne reçoit aucune indemnité. La presse nationale va se mêler de l'affaire et un journaliste du Petit Journal, un journaliste qui était connu à l'époque, qui s'appelle Jacques Dur, va prendre parti pour les zoniers, va participer à toutes les manifestations, aux pétitions, etc. Et son action sa prise de position va créer un mouvement de sympathie envers les zoniers. Parce que personne, que ce soit les Parisiens ou la banlieue, personne ne s'oppose à ce qu'on décorsette Paris de sa ceinture noire. Mais les gens sont relativement solidaires avec les zoniers en disant tout de même, d'accord, on démolit tout ça, mais les gens, ils ont travaillé, ils se sont payés, ils ont construit leur maison, il faut les indemniser. Donc, des négociations ça va rien changer, hein, parce que forcément, l'État est toujours le gagnant. Donc des négociations vont s'engager entre la ville de Paris et l'État qui vont aboutir en décembre 1913 à la signature de deux conventions et à la création d'un jury spécial d'expropriation. Mais nous sommes en décembre 1913 et avec la guerre de 14, tout va rester en suspens, mais les deux conventions vont être ratifiées dès 1919. Les terrains de la zone vont être annexés à la ville de Paris, contre le gré des communes de la banlieue sur lesquelles elles sont situées, parce que pour certaines, c'est toujours, je le rappelle, 250 mètres de large, mais comme je vous le disais tout à l'heure pour l'échantillon, vous avez certaines communes qui sont très impactées par le territoire de sa zone, comme ici avant, ou comme ici où nous sommes, à la Porte des Lilas. Donc cette zone va être annexée par 3 décrets entre 1925 et 1930 et les villes de toute façon n'auront pas grand-chose à dire. Pour ce qui concerne les propriétés zonières, les opérations d'acquisition vont commencer en 1931 à l'amiable, c'est-à-dire que ceux qui n'auront rien, enfin qui n'ont droit à rien, on va leur proposer un petit quelque chose, donc certains vont accepter, d'autres pas, et ceux qui vont pas accepter n'auront rien au final, parce qu'ils vont se retrouver j'ai rencontré une dame qui avait un café sur la zone. Elle a eu à peine de quoi payer son déménagement. En réalité, elle n'a rien récupéré. Donc, ceux qui ne se sont pas résolus à régler le problème à l'amiable se sont retrouvés vraiment avec rien. Sauf que les zoniers sont expulsés. On va simplifier les modalités administratives de telle manière à ce que toutes les expropriations soient rendues en 1945, mais les zoniers vont rester. C'est-à-dire ils sont expropriés, mais pas expulsés. Donc ils deviennent locataires de l'État et de la ville de Paris plutôt, puisque c'est la ville de Paris qui... Donc ces gens qui étaient propriétaires se retrouvent à devoir payer un loyer à la ville de Paris. Alors la chronologie va être très longue parce qu'on commence par démolir les fortifications.
et à construire les HBM, ce qu'on a appelé la ceinture rose de Paris. Alors bien sûr, tous ces terrains libres, ça va provoquer énormément de projets, certains qui seront complètement loufoques, mais le dernier qui va rester sera donc la construction des HBM et d'aménagement de stades, de gymnases, des archives de Paris, puisque nous sommes à l'emplacement des fortifications. Et donc on construit au fur et à mesure que l'enceinte est démolie, mais la zone est toujours là, et ses habitants. Et là, vous voyez, par exemple, ici, nous sommes à la porte de Ménilmontant. On voit bien les terrains, les fortifications sont démolies. Donc, on construit, on avance au fur et à mesure, mais les zoniers sont toujours là. Et donc, la cohabitation ne va pas être toujours simple. Là, on voit bien aussi, les zoniers, la zone est toujours là, avec les cabanes, et les gens, et les premiers habitants des HBM vont arriver. Donc vous avez comme ici le groupe scolaire de la Porte d'Ivry, je ne sais pas si vous le connaissez, il existe toujours, et la zone est vraiment touche, enfin est à 2 pas, ou les roulottes à côté des HBM. Donc ça va créer forcément des frictions qui ne vont pas toujours être tendres. Alors, idem, lorsqu'on va décider de construire le périphérique, lorsqu'on va commencer à imaginer de construire cette espèce d'autoroute autour de Paris, au fur et à mesure, les zoniers vont être expulsés au fur et à mesure de la construction. C'est-à-dire que petit à petit, on expulse, on commence à construire, et les derniers zoniers, donc là on voit, vous voyez, la zone dans les années 50 est encore bien présente dans certains endroits, et les derniers zoniers vont être expulsés dans les années 70, au moment de la construction, enfin de la fin de la construction du périphérique entre la porte Maillot et la porte de Champéret. Donc, dans un premier temps, les zoniers on avait dit, seront prioritaires pour être logés dans les HBM. Bien évidemment, ça ne s'est pas fait. Donc, les zoniers sont partis où? Un peu plus loin, en banlieue, et ont retrouvé d'autres taudis en banlieue. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous verrez dans la suite du cycle que si vous n'avez pas encore la brochure, vous pourrez la prendre en sortant, que la question des HBM puis des HLM, que ces questions seront évoquées au cours de cette deuxième saison. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Oui, vous avez dit qu'il y avait une très forte proportion d'enfants. Est-ce qu'ils arrivaient à être scolarisés? Est-ce qu'il y avait des établissements scolaires pas trop loin? Comment ça se passait? Alors, pendant longtemps, ils ne l'ont pas été. Et à cet égard, l'Église a été très importante, a eu un rôle important, parce qu'il y avait des écoles qui, dans un premier temps, étaient faites pour christianiser la banlieue. Et à partir du catéchisme, il y avait des alphabétisations. Il y avait un protestant qui avait une roulotte qui a fait tout le tour de la zone pour essayer d'alphabétiser les petits-enfants zoniers. Alors, il y a une littérature extrêmement horrible sur les petits-enfants zoniers qui sont tous des débauchés. Mais dans la réalité, sitôt qu'on est arrivé dans l'entre-deux-guerres, les enfants ont commencé à être scolarisés, enfin, pas tous, mais une bonne partie étaient scolarisés sur les communes sur lesquelles ils étaient. J'avais une question concernant, tout à l'heure vous avez dit que les HBM, les gens qui étaient, les zoniers qui devaient être relogés dans les HBM devaient être relogés en priorité, et ça n'a pas été fait. Est-ce que vous pouvez nous donner la raison? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, dans la population migrante, est-ce qu'il y a eu des Alsaciens suite à la guerre de 70 et des Lorrains qui sont venus dans la zone? Et puis troisième question, c'est en ce qui concerne est-ce qu'il y avait des fermes et de l'élevage de moutons ou autres qui étaient faits dans la zone? Merci. Pourquoi ils n'ont pas été relogés? Je ne pourrais pas vous donner très exactement la raison, mais je pense qu'ils n'avaient pas les moyens de payer un loyer.
Je pense que c'est la raison essentielle. Les Alsaciens, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Par exemple, les étrangers. Alors, je ne sais pas s'ils pouvaient être comptabilisés dans les étrangers. Ça dépend à la guerre de 70, ils étaient allemands. Donc, ils peuvent être comptabilisés. Il y avait avant 70, ils étaient français. Après la guerre de 70, c'est la question. Est-ce qu'ils sont venus? Alors là, franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible, mais en tout cas, dans mes origines, je trouve très peu d'Alsaciens. Enfin, je trouve pas d'Alsaciens. Mais bon, après, ceux qui sont partis, ceux qui ont refusé, ils sont plutôt venus dans les villes que je pense que... Alors non, il n'y avait pas de ferme agricole. Alors si, il y avait quelques chèvres parce qu'on pouvait élever une chèvre ou voilà, mais il n'y avait pas d'élevage. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il n'y avait pas de profession agricole sur la zone. Si les zoniers étaient recensés en 1911, est-ce que pour autant ils étaient électeurs dans les communes dont ils dépendaient? Est-ce qu'ils étaient comptés à ce point-là, déclarés? Non, parce que déjà il aurait fallu venir se faire inscrire. Je pense que c'était pas une démarche parce que je les ai pas retrouvés lorsque j'ai eu des problèmes pour mes recensements qui étaient détruits. J'ai essayé d'aller voir dans les listes électorales. Bon, d'abord c'est très restrictif parce qu'il n'y avait pas de femmes, il n'y a que les hommes. Et j'ai pas réussi à faire de croisement. Donc peut-être que ça vaudrait une étude plus pointue. Mais au moment où je l'ai fait, je n'ai pas réussi à faire de croisement. Pourtant, sur la partie de la zone qui était au Lila, auparavant, on avait des rues, des organisations, enfin c'était une vraie cité. Vous parlez de quelle époque, là? Déjà une période plus récente. Oui, avant le périph', avant que ce soit détruit, oui. Voilà, mais pas toute l'histoire des... Moi, mon travail a été fait sur 1911. Sur 1911, non, on n'a pas de... Après, étant donné que les morceaux de zone ont été annexés à Paris, je pense que là, et puis même déjà au moment où il y a eu dans l'entre-deux-guerres le Front populaire, enfin à partir du moment où les élus ont commencé à aller faire des campagnes politiques sur la zone, enfin un peu partout et sur la zone, là c'est à cette période où on a commencé à installer l'électricité après la guerre dans les années 50 dans certaines banlieues. Bien évidemment qu'un mouvement politique s'est créé et qu'un élan politique a dû se créer et qu'il y a eu des inscriptions sur les listes électorales à ce moment. Mais là, les gens étaient déjà expropriés en principe, même s'ils étaient toujours là, puisque les derniers sont partis dans les années 70. Alors, vers la porte des Lilas, donc vous voyez, le périph' a été construit 66-67. Donc, ils ont dû être expulsés 50-55, je pense. Donc, probablement qu'à l'époque, il devait y avoir une majorité de gens qui votaient, qui étaient inscrits sur les listes, mais ça, c'était vraiment les toutes dernières années de la vie de la zone. Je voulais vous demander quelles ont été les décisions des autorités, du gouvernement de Vichy concernant la zone, en fait. Alors, certaines cités zonières ont été détruites par les Allemands parce que les résistants s'y cachaient. Les résistants s'y sont beaucoup cachés et par exemple, à Gentilly, une ancienne maire de Gentilly, qui est décédée maintenant, mais qui était résistante, me racontait que la machine Renéo était sur la zone parce que du coup, on n'entendait pas le bruit. Que si c'était dans un appartement ou dans une cave, le bruit était trop fort. Donc il y avait quelqu'un qui avait la machine Renéo chez lui. Il a été, on l'a trouvé, il a été arrêté, il a été décapité et toute la partie de la cité où il habitait a été incendiée. Donc après la guerre, il y avait déjà de certaines parties de la zone qui avaient été incendiées par les Allemands. Quand je dis les Allemands, j'entends les nazis, bien sûr. Je ne
parle pas du peuple allemand. Je crois comprendre que ce sont les maréchaux qui sont la limite intérieure de la zone. Les maréchaux sont à peu près la rue militaire, ce que j'ai appelé la rue militaire. Les fortifications étaient sur la bande de terrain où il y a aujourd'hui tous les HBM qu'on appelle la ceinture rose, et puis d'autres, vous avez aussi la cité internationale, la cité étudiante, vous avez à la porte de Versailles. Alors quelle est la rue limitrophe? Enfin, c'est pas les maréchaux. Aujourd'hui? Non, mais ce qui a été rajouté, ce qui était la zone et ce qui est devenu Paris, si vous voulez. La zone, c'est le périphérique. Là, vous voyez sur cette carte, en fait, vous avez le circuit en orange marron, en orange des fortifications. Et le long de ces fortifications, là où donc nous sommes aujourd'hui, sur les HBM et toutes les gymnases, etc., tout ce qui a été construit à cet endroit-là, et il y avait le long, 250 mètres, sur laquelle il y avait le glacis. D'accord. Parce que la rue qui est juste derrière, ça fait partie des maréchaux. Oui, la rue qui est juste derrière, donc c'est côté Paris, donc c'est ce que l'on appelle la rue du Rempart. Alors, bien évidemment qu'on ne peut pas plaquer à 1 mètre près, je ne peux pas vous dire, c'est très exactement là. C'est pour l'estimer. Voilà, les travaux, même les travaux récents qui ont été faits à la Porte des Lilas, la configuration, mais disons que schématiquement, vous avez là... Ça, c'était la zone, ça a été annexé à Paris. Tout ça a été annexé à Paris. Et le rempart, qui est les HBM, pour aller vite, et les maréchaux. Oui, monsieur. Je n'ai pas pu arriver plus tôt, mais je voudrais savoir si vous avez parlé de l'opposition de Lamartine à la construction de l'enceinte. Non, parce que, en fait, la conférence portait sur la population de la zone. Donc j'ai fait un rappel très rapide des constructions, de la construction, des problèmes que cela a posé à cause des servitudes militaires et des 3 zones, sur 974 mètres. Je ne suis pas rentrée dans les détails et je n'ai pas parlé de Lamartine. Vous n'auriez pas les coordonnées de cette discussion ? De Lamartine, non. Non, pas de Lamartine, je vous remercie. De la discussion, de l'argumentation employée par Lamartine contre les fortifications. Je ne l'ai pas là, mais je peux, parce que dans ma thèse, je l'avais reproduite. J'avais reproduit son discours, donc je l'avais en annexe, donc je ne sais pas vous laisser... Non. Je vous attends à la sortie. Ah, non. Vous m'excuserez, moi non plus, je n'étais pas là au départ, mais la partie où étaient les fortifications, à un moment, ça a bien dû appartenir à quelqu'un. C'était peut-être une terre agricole, ça avait dû être une terre agricole avant. Et est-ce qu'il y a eu une expropriation à l'époque pour après dire que ça fait partie d'une zone ou... Oui, ça c'est ce que j'ai expliqué au départ. C'est-à-dire que lorsque l'on a construit l'enceinte, les propriétés qui étaient sur le tracé de l'enceinte ont été expropriées et payées au prix légal des expropriations du prix du terrain de l'époque. En revanche, ceux qui étaient sur ce qui allait devenir la zone de servitude militaire ne l'a pas été. Madame, vous êtes romancière, je crois. Est-ce que vous pourriez... Bon, j'ai quelques idées, mais est-ce que vous pourriez citer 1 ou 2 romans qui évoquent bien la vie de la zone ? Qui évoque bien, il y a des romans dans lesquels on trouve des descriptions, par exemple Céline, Céline a décrit la zone dans Le Voyage au bout de la nuit, L'ingénue libertine de Colette, elle fait allusion aux Apaches, en tout cas, de la zone. Là, a priori, vous me prenez de court. Si vous avez quelques idées, voilà, donnez-nous, parce que là, je suis prise en défaut. Est-ce que vous avez la date exacte de la dernière limite de Paris par rapport à la banlieue? Parce que ça a été fluctuant, vous l'avez expliqué. À quelle date on a fixé définitivement la limite de Paris par rapport à la banlieue?
Eh bien, ce sont les 3 décrets de 1923, 1925 et 1930 qui ont annexé les terrains de la zone à Paris. Et à partir de ce moment-là, ça a été la limite entre Paris et sa banlieue. Définitive, alors là. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, nous avons le Ah, Paris ouais, Métropole qui va tout changer. Encore donc, le Grand Paris, c'est voilà. Exact. Oui, d'accord. Oui. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, ce sont toujours les limites de cette annexion en 1930. Le dernier décret est en 1930. L'exemple, c'était le meeting avec Jean Jaurès au Pré Saint-Gervais, qui était sur le Pré Saint-Gervais, qui est maintenant sur Paris, puisque c'est la butte du Chapeau Rouge, qui est sur le 19e arrondissement. Voilà. Oui. Et à l'époque, c'était le Pré Saint-Gervais. C'était le Pré Saint-Gervais. Exactement. Donc à quelques centaines de mètres d'ici. Oui. Merci. J'aimerais savoir s'il y avait des adresses à l'intérieur de la zone, parce que vous avez dit qu'il y avait énormément, les gens étaient salariés, donc vraisemblablement ils se faisaient adresser du courrier. Et j'ai vu aussi sur certaines cartes postales qu'il y avait du pavé au sol, donc je me demandais qui prenait en charge l'entretien ou la voirie, entre guillemets, de ces espaces. Alors pour les adresses, oui. Sinon, je n'aurais pas pu faire mon étude en 1911 sur les recensements. Donc ça veut dire que... Alors c'était très drôle parce que parfois, à un numéro, comme il y avait des cours qui se succédaient, sur un numéro, on avait un nombre incalculable de personnes. Mais donc oui, il y avait des adresses. Pour les pavés, alors... c'est peut-être comme pour l'électricité, certaines municipalités qui ont installé des pavés, mais a priori, il n'y avait pas de pavés, on était plutôt dans la boue. Alors, si vous avez vu des cartes postales, les photos, il y a des numéros, ce sont des photos que j'ai trouvées. Alors, il faut dire que ce travail, j'ai soutenu ma thèse en début 1983. Une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et j'ai trouvé ces photos à Sully-Morland, qui était à l'époque le service d'urbanisme de la ville de Paris. Les photos étaient en vrac lorsque moi j'ai travaillé dessus. Elles n'étaient pas du tout classées. Et au moment de la démolition, au moment des expropriations, le service d'urbanisme de la ville de Paris avait systématiquement photographié ce qui était démoli et en y mettant des panneaux, je ne sais pas si ça correspondait au cadastre ou si c'était quelque chose qui leur était propre, mais donc c'était répertorié, il y avait ces numéros qu'on posait là devant pour la photo. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un gros travail de tri qui a été fait et je pense qu'on peut voir ces photos tout à fait triées par porte et par municipalité. Mais à l'époque, donc on ne savait pas lorsque je sortais une ou deux photos en disant celle-ci m'intéresse, d'où elle vient. Personne ne savait. Donc, mais les numéros, c'est ça. Alors, les pavés. Alors là, effectivement, c'est dans les années 50. Donc, je pense que c'est les municipalités qui, comme elles mettaient l'électricité, devaient peut-être, au moins dans les rues principales, parce que les gens qui partaient travailler, c'était comme les premiers lotissements qu'on a vus dans les années 1920. Les gens partaient avec leurs chaussures propres dans un sac, parce qu'ils avaient de la boue jusqu'aux suies. Donc, j'imagine que les municipalités ont dû paver les rues principales. Par exemple, à Levallois, il y avait beaucoup de passages. Il y a un travail qui a été fait d'ailleurs sur les passages de Levallois. Et là aussi, c'était pavé. Mais c'était la municipalité. Mais ça s'est fait tardivement. Ça s'est fait après la guerre, la Seconde Guerre. Merci à vous encore pour cette conférence. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.